Bonjour Quentin, du coup c'est un plaisir de te recevoir pour le troisième épisode de El Sofa. Donc aujourd'hui on va parler avec toi de ta passion pour le monde du vivant et peut-être déjà sans plus attendre tu peux te présenter en quelques mots. Bonjour Anne, alors donc je m'appelle Quentin Travaillé. Je suis créateur du projet qui s'appelle La Vie Partout. C'est un projet qui a 3 ans maintenant et qui parle du coup du vivant. Voilà, j'habite dans les Pyrénées. Et je suis pas pyrénéen, je suis pyrénéen d'adoption. Ça fait 4 ans que j'habite là-bas après avoir travaillé principalement à Paris pendant plusieurs années dans le social media. Sauf que bon, ce que j'aime depuis que je suis tout petit, c'est le monde vivant. Donc, j'ai trouvé une technique pour essayer d'y revenir, plutôt d'y venir, c'est ce que je voulais faire à la base. Je me suis retrouvé dans la communication social média, mais comme quoi les choses peuvent se relier. Et du coup, voilà, j'ai lancé le projet La Vie Partout il y a 3 ans. Et du coup est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce projet de la vie partout? Alors, La Vie Partout, qu'est-ce que je pourrais dire? La Vie Partout, c'est un projet qui existe sur Instagram. Il y a 250 000 abonnés sur Instagram actuellement. C'est sur TikTok et YouTube, mais c'est plus anecdotique. C'est aussi un podcast et une newsletter. Et le but de ces différents supports, c'est de permettre de comprendre le vivant qui est proche de nous. Donc, ça peut être tout, ça peut être différents arbres, quelles les plantes qu'il peut y avoir dans la pelouse. Ça peut être les plantes comestibles, plantes médicinales, ça peut être comment attirer certains types d'abeilles ou certains types de pollinisateurs. Euh, Bref, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes. Donc ça, c'est le projet. Et en fait, je vais créer ce projet de base parce que en 2019, il y a eu des incendies en Australie. Je crois que c'était ça, 2019 à peu près. Ouais, je crois que c'est ça. Et j'étais super surpris parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'émotions autour de ces incendies. Non pas que ce soit pas horrible, que ce soit pas... Bref, mais c'était surtout que je me suis dit, tiens, c'est étonnant. On est surpris, enfin, on est touché, et particulièrement touché par quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde. Et alors que quand ça se passe, il y a d'autres choses qui se passent avec moins de flammes, etc., mais proches de nous comme moment un peu compliqué pour le monde vivant. Et on n'y est pas touché plus que ça. Et je me suis dit que c'était parce qu'on ne connaissait pas aussi bien finalement que ce qui a été présenté sous les tropiques. Quand finalement, moi qui consommais d'ailleurs, parce que j'en consomme moins maintenant, beaucoup de documentaires, je me suis rendu compte qu'on documentait beaucoup la grande barrière de corail, les mini koalas, la savane, la forêt amazonienne, et finalement pas tant que ça, on va dire, le vivant commun, Mhm. qui est assez passionnant. En vrai, quand on s'y intéresse un petit peu, je pense qu'il y a un traitement à donner à ces choses-là qui méritent le même regard que sur ce qui se passe dans l'autre hémisphère. Donc je me suis dit, bah, il faut que je vais essayer de créer un format, donc j'aimerais voir la vidéo. Et voilà, donc, c'est le format La vie partout. Et quand je dis ça peut être n'importe quoi, c'est toujours des questions qu'on se pose pas forcément. Et quand on a vu la question, ben, on se dit, ah oui, tiens, j'aimerais bien savoir ça. Bah, je reviendrai peut-être un peu plus tard aussi sur le format que tu as choisi pour sensibiliser les gens, mais peut-être avant, j'aimerais bien qu'on parle un peu du cheminement que tu as fait, parce que de ce que tu dis, euh, apparemment tu es passionné par le monde du vivant depuis ton enfance, mais tu n'as pas eu forcément un chemin direct vers ta passion. Et c'est que assez récemment finalement que tu en as fait ton quotidien. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu y es revenu, quel est le cheminement un peu qui t'a poussé à revenir un peu sur ces bases-là? Oui, complètement. Alors, quand j'étais au lycée, j'étais globalement bon en bio, mais une quiche en Mm. tout ce qui était physique et chimie, mais j'ai quand même fait de S à l'époque scientifique, parce que je voulais absolument faire ça. Et mon idée, c'était de faire de la bio de ma vie, en fait. De faire de la recherche, ouais, que j'aurais adoré étudier les fourmis sur le terrain. Mais ça ne s'est pas fait parce que simplement, quand on m'a dit, quand j'en ai parlé, en fait, au sein de ma famille, qui m'a dit, mais en fait, si tu veux faire de la recherche, tu vas être chômeur. À l'époque, bah, t'as 16 ans.
16-17 ans, tu te dis, bah, le chômage, ça n'a pas l'air bien. Bah, du coup, je peux faire ça. Effectivement, très Du coup, engagé. j'ai galéré. Du coup, j'ai galéré. Du coup, j'ai galéré à savoir ce que j'aimais, puisque bah, ce que j'aimais, du coup, ça n'avait pas l'air d'être assez bien. Donc, du coup, j'ai créé un blog de musique à la base. À cette époque-là, j'écoutais beaucoup de musique, j'écoute toujours beaucoup de musique. Et du coup, ce blog de musique a bien marché. J'avais commencé une étude de médecine pour qu'on me laisse tranquille, mais j'ai fait même pas 2 mois. J'ai fait plutôt ce blog de musique qui m'intéressait beaucoup plus. Ça a plutôt bien marché, j'ai fini par organiser des soirées, etc. Et je me suis dit, mais tiens, moi, j'aime bien, moi, raconter des trucs. Raconter des trucs sur des choses que j'aime bien. Voilà, puis faire de la sélection de sujets, etc. J'aimais bien. Donc, du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui ressemble un peu à ça? Raconter des trucs sur des choses. Bah, la publicité, ça a l'air d'être quelque chose de possible et de facile. J'y suis allé. Mais assez vite, en y travaillant, je me suis bien rendu compte que c'était pas trop ce qui me plaisait. Voilà, que je savais le faire, enfin, que j'apprenais à le faire, mais que je trouver une solution pour partir de là. Et je me suis dit, mais si je veux partir de là, il faut que j'ai des conditions pour le faire et que j'ai un projet. Et donc à cette époque-là, je me suis mis à consommer beaucoup de YouTube. Et bah, je regardais C'est pas sorcier quand j'étais petit, etc. Je me suis dit, putain, j'adorerais faire du format vidéo. Mais par contre, il faudrait le faire sur un format de vulgarisation, mais sur un sujet qui n'est pas traité. Et au début, je voulais faire ça sur les poulpes, parce que j'étais dans ma période poulpe. Je trouvais ça un peu déjà enfermant, et puis j'avais pas de poulpe sous la main à filmer, donc c'était pas fou. Donc ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Puis il fallait, en parallèle, j'ai mûri l'idée parce que j'avais l'idée de me mettre en freelance, donc d'avoir des freelances pour financer le projet, de me débrouiller pour avoir un peu de chômage au cas où, parce que c'est quand même un projet très risqué, donc il fallait que je me débrouille pour pas me retrouver complètement dans la merde au bout de 2 mois ou de 6 mois parce que le projet n'était pas. Voilà, donc j'ai fini par pouvoir avoir et le chômage et un projet freelance qui fonctionne. Pratique, bien, super. Le Covid en même temps, formidable. Le Covid ça a donné en plus le temps, encore plus de temps, donc ça c'est trop bien. Et j'ai fait une formation en permaculture, une vingtaine de jours, en 2019, je crois. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est con. J'avais déjà l'idée de faire un truc sur le vivant qui était proche de nous. Donc, puis j'ai l'impression qu'il y a un besoin en plus de se connecter à ça, mais il y a peu de connaissances. Et je me rends compte que les connaissances que j'avais en sciences, en bio, quoi, je me suis dit, bah, go, en fait, c'est ça qu'il faut. Bah, je me suis rendu compte que bah, j'expliquais bien les choses et que quand je les expliquais, et que du coup, avec ce que je savais faire en social media que j'avais appris, je me suis dit, bah, go, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse des contenus sur les réseaux sociaux pour présenter aux gens entre une paire de pompes et une photo d'un café, bah, il fallait qu'il y ait une petite vidéo sur le cordon, par exemple. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus intéressant que la beurre de coupe. Voilà. Mais c'est intéressant. Et, Comment ça? pardon. Et du coup, justement, sur le format un peu que tu as choisi, moi, je trouve ça assez original, entre guillemets, parce que tu as choisi plutôt justement la découverte, l'éducation, l'émerveillement un peu autour du vivant, alors que bah, généralement, les messages autour sont plutôt des messages alarmistes. Tu parlais des incendies et de l'émotion que ça a provoqué chez les personnes. C'est plutôt quand même comment dire, des événements assez alarmistes, assez effrayants. Et toi, tu as plutôt choisi un format beaucoup plus positif, on va dire ça comme ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu as fait ce choix-là? Et est-ce que pour toi, tu penses que c'est aussi peut-être plus efficace pour que les personnes se rendent compte de ce qui les entoure? Déjà, je pense pas que ce soit plus efficace. Faut être honnête avec ça. Par hasard, il y a 2 jours, j'ai encore entendu Marc-André Sellos, du coup, qui est président du Muséum d'histoire naturelle et qui le dit très bien. C'est que les scientifiques, depuis 40 ans, se sont dit que la pédagogie et la prévention, c'est ça qui aiderait à éviter l'effondrement de la biodiversité. Et ben, c'est un échec. Voilà, c'est un échec, ça ne marche pas. Donc, ça ne marche pas, il n'y a pas plus d'action. Et on se rend bien compte que les personnes qui savent de quoi on dépend, bah, choisissent de s'en foutre. Donc, ça ne marche pas. Mais pour autant, est-ce que allumer des feux partout, bah, ça ne veut pas non plus dire qu'on va savoir quel feu éteindre. Donc, pas bien non plus. Donc,
Donc, faut trouver le bon équilibre. Moi, je pense qu'il y a des gens qui font déjà très bien voilà, le message d'alarme. Et il y a une différence entre alarmiste et alarmant. C'est pas pareil, je trouve. Pareil, voilà, je trouve. Il y a des gens qui font du contenu, qui font des dossiers, qui font, etc., qui permettent du coup de, de hiérarchiser l'alerte, en gros. Voilà, je sais qu'il y a certains projets, il y a des gens qui vont faire leur beurre sur les alarmes. Et il y en a il y en a du côté de l'extrême droite, il y en a du côté des gens plus à gauche aussi, qui vont sur des sujets différents. Et je pense pas que ce soit bien de baigner dedans tout le temps. Pour moi, il y a ça crée une sidération. Mais ça crée une sidération à partir du moment où il n'y a pas de mise à l'action derrière. Si on voit qu'il y a un problème, bah, on va avoir envie de faire quelque chose. Et si on n'a pas la solution, si on n'a pas une idée de la solution ou du chemin à prendre, bah, c'est dur. Et donc, du coup, je me dis, bah, pour mon état psychologique, il faut que je ne sois pas que dans l'alerte, mais dans l'action. Et donc, du coup, voilà, émerveillement parce que c'est cool parce que c'est émerveillant, parce que c'est merveilleux, bref. Non, parce que je me suis dit, en gros, les gens qui aiment déjà le vivant, ils sont déjà au courant, en fait, de ce qui se passe. Donc, on va pas faire des alertes constantes sur des gens qui sont déjà au courant. Par contre, il en faut des alertes. Donc, parfois, j'en fais, mais pas tout le temps. Il faut du contenu, enfin, il faut du contenu conséquent, étayé, argumenté, et surtout qui passe à l'action pour compléter, on va dire, le parcours qui est je suis alerté, je ne sais pas quoi faire, je me renseigne, je trouve quoi faire, je passe donc à l'action. Ok. Et toi, personnellement, est-ce que enfin, ça te rend anxieux un peu d'observer autour de toi la dégradation du vivant? Non, enfin, non, c'est bon triste, à la limite, mais ça me rend pas anxieux spécialement. Je l'ai été vachement, mais quand j'étais moins dans l'action. Et donc, du coup, oui, t'es forcément beaucoup plus anxieux. J'ai éteint les infos, surtout beaucoup. Je suis désabonné de tous les trucs, justement, qui sont alarmistes pour rien, quoi. Parce que je considère que je suis déjà au courant. Alors, j'observe déjà l'effondrement des oiseaux et des insectes, qu'on choisit de construire des autoroutes à des endroits où, franchement, ça sert à rien. Et puis, on s'en fout, en fait, de faire le truc, on voit bien comment ça marche. Mais bon, je me dis pas, ça sert à rien d'être anxieux, quoi. Dans quelque chose. Voilà. Je peux pas retourner à 60 ans en me disant ah bah non, mais j'ai rien fait parce que j'étais anxieux. Oui, c'est sûr. Peut-être plutôt du coup sur un truc un peu plus positif. Et toi, qu'est-ce qui te fascine avec le monde du vivant? Tout est Bah, à peu près tout. vivant, tout ça. Bah, déjà, les saisons, c'est quand même assez dingue. Que le printemps revienne toujours de cette manière-là, que les arbres se réveillent de la même manière, enfin, ça change en fonction des saisons, en fonction du changement climatique, tout ça, mais voilà, l'alternance des fleurs, le fait que quand on laisse des choses faire, quand on laisse un écosystème s'exprimer, on voit la manière dont les espèces entre elles sont dans des niches qui font que ça crée une forme d'harmonie en fait entre tout. Après de là à dire que tout est harmonie, c'est pas forcément vrai, mais c'est un peu cette idée de se dire que tout est constamment mouvant pour rester pareil. Je trouve ça fou. Puis des formes d'adaptabilité, d'adaptation à chaque écosystème, chaque manière, chaque limite de l'écosystème, chaque niche. Le fait que les plantes se nourrissent de soleil, je ne me rends pas compte à quel point c'est ouf. Genre, il y a une seule type d'espèce, enfin, un seul règne du vivant qui permet à tous les autres de manger. Hein. C'est les plantes. Parce qu'elles sont capables de transformer le soleil en matière organique. On est fait de plantes, en fait, globalement. Hein. À un certain moment, il y a eu des plantes. Et je trouve ça dingue. C'est vraiment, moi, je trouve ça formidable. Et je me dis que c'est beau aussi. Il y a une beauté à avoir là-dedans. Un gazon tout vert, tout nul, enfin, pour moi, c'est pas très excitant. Par contre, une zone, enfin, comment dire, je m'intéresse à la botanique beaucoup depuis plusieurs années maintenant, et alors qu'avant c'était plutôt les animaux, maintenant je trouve ça assez fou de voir que quand on commence à connaître une plante, on se dit
cette plante apparaisse dans le paysage. On la voyait pas, tout Mmh. était vert. Et je trouve que c'est dingue, ça récompense constamment. Il y en a qui, pour se vider l'esprit, voyagent, mais ils changent de décor. Alors qu'il y a possibilité de faire un voyage immobile ici. Et je mettrais au défi quiconque de trouver de l'ennui, en fait, en regardant tout ça. Justement, tu parlais, de l'harmonie. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée en écoutant, tes podcasts, en regardant tes vidéos. C'était un peu cette complémentarité, entre les espèces, leur milieu et cetera. Mais il y avait une question un peu qui se posait pour moi, là-dedans, c'était finalement la place de l'homme, dans cet équilibre-là. Hem, elle est elle est c'est la elle est enfin, c'est quoi pour toi? C'est laquelle? Est-ce qu'elle a été dévoyée? Enfin, qu'est-ce que tu penses un peu de ça? Bah, déjà, il faut se demander quels humains. Oui, c'est sûr que des humains dans une société de consommation, en ville, bah, c'est difficile de trouver un sens, à quoi on peut servir. Après, quand on est dans un jardin, là, on voit plus, déjà, ce qu'on peut faire. J'aime c'est difficile de comparer, ce qui se passe dans les forêts tropicales par rapport à ce qui se passe ici, parce qu'on n'a pas le même climat. Souvent, il y a pas mal de monde qui font la comparaison, mais bon, nous, on a l'hiver, eux, ils l'ont pas. Néanmoins, il y a quand même des choses à aller voir, notamment le fait qu'il y a beaucoup plus de diversité de plantes et de plantes à fruits et de foisonnantes dans certains espaces de la forêt amazonienne, et non pas parce que c'est la nature, entre guillemets, qui a fait ça, mais c'est parce que la présence de l'humain a privilégié certaines plantes au lieu d'autres et a multiplié en fait la diversité par la main humaine. C'est là qu'on voit qu'en fait on n'est pas humain d'un côté et la nature de l'autre, on en fait partie. On est une espèce ingénieure comme, je dis bien ingénieur et pas ingénieuse, hein. Ingénieur c'est vraiment une catégorie, comme peuvent l'être les castors, ou qui créent des écosystèmes pour eux, mais finalement qui servent à d'autres espèces, ou alors les pics qui creusent des trous pour eux nicher dans les arbres et qui vont servir à une trentaine d'espèces différentes. C'est juste que nous, on est plus nombreux, on a un impact encore plus fort que ces espèces-là, mais ça ne veut pas dire que c'est mal. C'est juste que bah, ce serait pas mal, enfin, pour moi, hein, c'est comme ça que je vois la vie, mais je trouve qu'on a la possibilité de vivre, comment dire, on dit qu'il faut vivre en communion et en solidarité avec les autres humains. Moi, il faut l'être avec les autres espèces, en général. Ça veut pas dire qu'il faut ne pas les manger ou j'en sais rien, c'est pas forcément ça. C'est juste, voilà, si je construis une maison, ça me coûte quoi, si ce n'est un peu d'argent peut-être, de réfléchir au fait que bah, ma maison, avant que je la refasse, par exemple, bah, il y avait peut-être des oiseaux qui nichaient dans les combles et qui nichaient là depuis des années en fait. Et que du coup, refaire sa maison, bah, c'est peut-être leur enlever les zones de nichage. Que le roncier qui est au fond du jardin, est-ce qu'il y a vraiment intérêt à être dégommé? Franchement. Parce que si on entend des oiseaux chanter tous les printemps, c'est aussi parce que dans ce roncier, bah, il y a de quoi nicher. Des trucs comme ça. Que, voilà, que c'est vraiment là, on vit sur un territoire et que ce territoire, il appartient à plein de non-humains, en fait, en plus de nous. Et je trouve ça cool. C'est trop bien, c'est trop intéressant. Mmh. Alors, je trouve formidable, par exemple, il y a des choses où je me dis, mais c'est truc tout bête, par exemple, on crée des routes. Et par exemple, voilà, en créant une route, bah, souvent ça passe au milieu des zones de migration des grenouilles. Parce que quand on roule à 80 km/h ou Mmh. 90 km/h sur une route, les grenouilles, on n'en a pas grand chose à faire. Sauf que les grenouilles, du coup, elles sont écrasées. Alors qu'elles passent d'un point A à un point B pour aller frayer. Et ben, sauf que moi, je trouve ça fou. C'est parce que du coup, on pourrait dire, oh mon Dieu, l'humain, quel enfer, il a encore fait quelque chose qui dégomme. Déjà, ça dépend qui, quels humains. Et ensuite, il y a tout à fait la possibilité, quand on pense à faire une route, de faire une passe à crapaud en dessous. Voilà, c'est l'harmonie, ça. Donc, moi, je trouve que ce sens de la vie, vu qu'on est là vu qu'on a la compétence d'organiser des trucs, bah, si on peut l'organiser en pensant aux autres, c'est bien. Mais justement, peut-être enfin, à l'ombre de cette question et un peu de la place de l'homme dans le vivant, je vais te poser la fameuse question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que du coup, enfin, l'homme a un sens dans sa vie? Est-ce que tu penses qu'on a un sens? Que notre vie humaine a un sens? Et si oui, lequel?
Bah, je sais pas. Je vais dire une phrase bateau de dire que c'est la vie a un sens, elle a bien celui qu'on veut lui donner. Mais, mais plus que ça, je me dis que ce serait de tendre à être heureux le plus possible. Et être heureux, parfois, c'est pas, et être heureux, c'est différent de simplement le plaisir. Chose qui est assez intéressante, c'est de voir que finalement, c'est un peu finalement ce qu'on on cherche plus enfin, on cherche, ça veut rien dire, mais que c'est souvent on confond les deux. On va estimer une association de plaisir correspond au bonheur. Je suis pas forcément d'accord avec cette chose-là. Voilà. Donc je vous dis, bah, faut voir comment est-ce qu'on est heureux. Et parfois, c'est pas en ayant beaucoup qu'on l'est, probablement même moins. Mmh. C'est voilà, c'est parfois pas grand-chose pour être heureux. Et du coup, je me dis, c'est ça le sens. Enfin, disons que si la vie vaut le coup d'être vécue, c'est parce que c'est joli, c'est cool. Il y a plein de choses très belles qui s'y passent et parce que et quand on est heureux, c'est bien. C'est mieux. Pour être heureux, c'est pas fou. Alors du coup, je me dis, bah, c'est peut-être ça le truc. Trouver une manière de l'être. C'est ça. Et franchement, enfin, s'il y a bien un truc qui rend heureux, c'est d'être dans un écosystème, sans s'en rendre compte, même sans être capable de nommer les espèces, un écosystème qui est plein. On dit qu'il y a plein de gens qui partent dans certains pays pour voir la nature qui est vraiment incroyable là-bas. Bah, ils cherchent ils cherchent ce bonheur-là sans le savoir. Et on vit dans un pays qui est incroyable. On vit dans un pays qui est entouré de où il y a plusieurs types de montagnes différentes, de plusieurs âges différents. Il y a pas, tout le monde n'a pas ça. On a des fleuves majeurs, on a des plaines, on a des collines, on a des volcans, on a des zones granitiques, des zones granitiques, des zones avec du calcaire, des zones qui sont sédimentaires. On a une zone aride avec la Méditerranée, mais qui est sur la Méditerranée. On est baigné par l'océan Atlantique, la Manche, une petite partie des mers du Nord, il me semble, et la Méditerranée aussi en même temps. Alors c'est dingue, c'est comme pays. Voilà. On a le Gulf Stream qui passe au-dessus, enfin, on est un repère pour les oiseaux migrateurs qui quittent le nord de l'Europe pour passer vers le sud. On a un pays de ouf. Et vivant ici, je pense que bah, il est même l'un des plus foisonnants et les plus incroyables au monde. Et donc peut-être pour clôturer l'épisode, est-ce que tu peux nous partager ou est-ce que tu as une œuvre culturelle, que ce soit un livre, que ce soit un spectacle, une musique, etc., qui t'est inspiré et qui a inspiré ton engagement ou qui l'a nourri? Quand j'étais petit, j'avais regardé Microcosmos. Je pense que c'est pour ça que j'ai adoré les insectes. Alors j'ai Ok. adoré les insectes, donc j'ai regardé Microcosmos. Le lien, ouais. Je sais pas. Mais ça c'était cool. J'ai vraiment adoré quand j'étais petit. Ensuite, non, pas forcément des spectacles, des livres, des films spécialement, mais je vais adorer le magazine La Salamandre, Ok. qui est un magazine suisse qui a été lancé par un certain Julien Perrault, si je ne me trompe pas, quand il avait 15 ans, je crois. Par là, peut-être 13 ans même. Maintenant, il est plus vieux. Mais le magazine existe toujours. Et pour le coup, ça, c'est quelque chose qui est formidable, avec une démarche dingue. Où ça peut se lire à partir de 4 ans, parce qu'il y a une version pour les enfants de 4 ans, puis une version pour les ados, et une version pour les adultes. Et il y a cet émerveillement et cette compréhension du monde dedans. Toujours foncé et lisez la revue Salamandre, c'est trop bien. Ok. Bon, on en prend bonne note. Et puis, bah, du coup, merci beaucoup, Quentin, d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir partagé un peu ta vision sur le monde qui nous entoure. Et nous, on a hâte de découvrir tes prochains podcasts, tes prochaines vidéos. Merci beaucoup, et je vais faire la promo. Et merci beaucoup, et puis voilà, c'est de la vie partout, en podcast. Donc en tapant podcast de vie partout, globalement, sur toutes les applications, normalement ça se trouve. C'est vrai, toutes les applications. Et la newsletter aussi. En tout cas, voilà, sur mes réseaux, normalement, tapant ça, vous devriez trouver sans trop de soucis. Super, merci beaucoup.